Hello, hello! Hello. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Sylvie Praeger-Séchault, qui est thérapeute EMDR, psychosomatique, autrice du livre Les Mémoires de naissance aux éditions d'Angle, et qui est aussi une pote, une amie que j'ai eu la chance de rencontrer pendant un de mes séjours en Inde. Et on a eu envie tous les deux de faire une petite émission consacrée aux thèmes qui lui sont chers, donc les mémoires de naissance, le travail sur nos blessures et nos traumas. Et dans ce cadre, je partage avec vous la citation du jour. Donc c'est une citation de Gabor Maté, un médecin et auteur canadien qui est justement spécialisé en traumatologie. Toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse, mais les découvertes de la science, les enseignements du cœur et les révélations de l'âme nous assurent que nul être humain n'est jamais au-delà de la rédemption. La possibilité de renouveau existe tant que la vie existe. La question ultime est de savoir comment soutenir cette possibilité en autrui et en nous-mêmes. Gabor Maté. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette citation? Oui, j'ai l'impression d'être très proche. D'abord, j'ai l'impression d'être très proche de Gabor Maté parce qu'il se trouve qu'en Inde, j'ai rencontré Kalima. Kalima connaît personnellement Gabor Maté et du coup, j'ai l'impression d'être très proche de lui. Je suis très proche de lui dans le sens où je suis aussi dans une orientation trauma. Et effectivement, j'adhère complètement à ce qu'il peut dire. J'aime bien le fait qu'il mêle histoire de vie avec la science, le cœur et l'âme, parce que c'est vraiment ma dynamique de travail. Et, et je pense que c'est par le cœur, l'âme et le corps que l'on guérit et qu'on peut guérir de tout. Magnifique. Donc on va parler de ces sujets passionnants dans une minute. Donc comme d'habitude, on prend une petite minute de pause, les yeux ouverts ou les yeux fermés, voilà. Mais on se prend ce petit temps, donc on se retrouve dans une minute. Si... Alors, Sylvie, pour démarrer cet entretien, je te propose que tu nous parles un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à t'intéresser à cette thématique en particulier des mémoires de naissance, si tu veux bien. Alors, mon parcours, c'est d'abord un parcours personnel. À 30 ans, je me suis demandé pourquoi je n'étais pas devenue la chanteuse que je rêvais d'être à 6 ans. Et j'ai commencé une psychanalyse. Et de fil en aiguille, je suis tombée comme Obélix dans la bassine de la potion magique de la thérapie. Et j'ai fini par en faire mon métier après avoir été prof. C'est aussi grâce à mes élèves, d'ailleurs, mes étudiants en BTS, que j'ai repris de la thérapie de façon professionnelle, enfin que j'ai décidé de faire des écoles de psychothérapie. Et mon côté boulimique de et hyperactive euh, fait que je me suis formée dans plein, plein, plein de dimensions, en analyse transactionnelle, en PNL, et que j'ai travaillé sur moi-même dans plein de dimensions aussi, pour finir par la psychosomatique et le MDR. Euh,
Et c'est grâce à mes clients, en fait, puisque bon, alors, je les appelle des clients parce que j'aime pas non plus le mot patient, j'aime pas non plus le mot client, mais voilà, j'aime bien cheminant, mais personne comprend. Donc, voilà pourquoi je dis client là tout de suite. Mais donc, c'est grâce à mes cheminants, maintenant que je vais l'expliquer, je vais pouvoir le dire, c'est grâce à eux que j'ai découvert ça, au fait que j'ai mêlé dans mon approche psychosomatique, EMDR et la méthode TIPI, technique d'identification des peurs inconscientes, qui s'appelle plus comme ça maintenant parce que le créateur a décidé de changer son nom, mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est de rentrer encore plus dans le corps. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu, contre toute attente, parce que je pensais que c'était impossible en fait. Quand j'ai découvert ça, je ne savais pas que c'était possible, et mes clients non plus, les personnes que j'accompagnais non plus. Et c'est avec étonnement, puisque dans cette pratique de l'EMDR aussi, on accueille tout ce qui se présente. Et comme la vérité, la réalité vraie, d'ailleurs, ça semble tellement vrai, ça fait tellement, c'est plus vrai que vrai, quoi, quand on le revit. Et, euh, et à la grande surprise, et de moi, et des personnes que j'accompagnais, de découvrir que, ah tiens, ben là, vous êtes où? Vous êtes où quand vous êtes dans le noir, que vous entendez ces sons, vous êtes où? Ben, en fait, non, vous n'allez pas me croire, c'est n'importe quoi ce que je vais dire, c'est pas possible. Je suis dans le ventre de ma mère. Et ben, ok, vous êtes dans le ventre de votre mère. Donc, de fil en aiguille, j'ai découvert plus, plus, plus en fait, j'ouvrais cet espace-là et plus ça s'ouvrait en moi et autour de moi, et plus j'avais de clients qui venaient avec enfin, avec une problématique qui n'avait rien à voir avec la naissance, mais on retombait dans leur naissance. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que la naissance est l'empreinte fondamentale, en tout cas est une des empreintes fondamentales, parce que depuis, j'ai vraiment aussi compris qu'il n'y a pas que la naissance, il y a aussi l'incarnation qui est une empreinte fondamentale. Le moment de l'incarnation, le moment où on prend corps, où on prend chair, où on tombe dans les vibrations de la matière. Et, euh, et donc, bah c'est merci à mes cheminants que j'ai pu découvrir ça. Et je vois à quel point c'est important. Et j'ai décidé d'en faire un livre parce que, en fait, j'ai interrogé mes collègues qui ne voyaient pas ce que moi je voyais. J'ai cherché dans la littérature quelque chose qui parle de ça et je n'ai rien trouvé, puisque le livre qui parlait de ça, en fait, je n'ai rien trouvé à part deux, trois choses, mais qui étaient très ésotériques. Et donc, moi, ça m'intéressait de le montrer, de faire une espèce de pont entre la science, le psychotrauma et ce qui serait la métaphysique ou l'ésotérisme, enfin, puisque c'est encore pas prouvé par la science matérialiste, dite matérialiste, mais en fait, on a tellement d'expériences, de plus en plus d'expériences, et puis depuis 10 ans que j'ai écrit ce livre, même, oui, bien dit, oui, 10 ans, euh, mais 15 ans que j'avais commencé à collecter de l'information sur cette chose-là qui est la naissance, euh, je, je vois à quel point ça gagne en ampleur et tant mieux. Tout à l'heure, quand on était juste avant de commencer l'enregistrement de l'émission, je disais, bon, bah, aujourd'hui, on va peut-être pas forcément beaucoup parler d'éveil spirituel. Et toi, tu m'as dit, bah si, justement, parce que si on s'occupait un peu des traumas liés au moment de la naissance, on réaliserait finalement notre vraie nature beaucoup plus rapidement. Est-ce que tu peux parler de ça, justement? Oui, en tout cas, je pense qu'on réaliserait notre vraie nature plus rapidement, effectivement. Je pense que le monde serait totalement différent parce que aujourd'hui, lorsque nous naissons, étant donné qu'il y a 7 étapes dans la naissance, en tout cas j'en ai décrypté 7, on pourrait les démultiplier encore, hein, mais voilà, moi j'aime bien le chiffre 7, donc j'en ai trouvé 7. Et
Et donc, la première étape, c'est la décision. Et si cette étape-là s'est mal passée, nous aurons beaucoup de mal à décider dans notre vie. Et nous ne saurons pas avancer dans la vie avec sécurité puisque nous avons eu la décision qui a été euh, entachée. Euh, la deuxième étape, c'est l'engagement. Et si cette étape s'est mal passée, nous n'allons pas pouvoir nous engager correctement dans la vie non plus, puisque ça va systématiquement nous renvoyer à cet endroit-là où nous sommes dans le trauma. Et donc, dans le trauma, nous sommes figés, nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas être qui nous sommes en état de sidération, donc nous ne pouvons pas réaliser qui nous sommes vraiment, avec confiance, avec sécurité, avec certitude. Euh, bon, donc c'est vrai pour toutes les étapes de la naissance. Et si on connaît toutes ces étapes-là, au lieu d'inscrire je ne peux pas décider, je ne peux pas m'engager, m'engager sera très difficile. Je ne peux pas faire le chemin parce que faire le chemin va être laborieux, va être interminable, je vais me perdre en route, je vais mourir en route et je ne pourrai pas arriver au bout. Du coup, ben, je ne pourrai pas non plus, je vais passer rapidement parce que du coup là, ça m'émeut aussi de le dire en fait, de réaliser à chaque fois, comme pour la première fois finalement, à chaque fois combien on pourrait gagner en mieux-être au sens plein du terme. Si on pouvait réparer ou prévenir tout ça très vite dans notre vie, et même si l'intérieur de l'utérus, on pourrait se dire, on ne peut pas intervenir avant que, parce que la décision, ça se prend par le fœtus au moment où il est dans l'utérus. Donc, est-ce qu'on peut l'aider à décider? Est-ce que, voilà. Oui, on peut l'aider à décider. En fait, à chaque étape, on pourrait déjà prévenir, mais même si on n'a rien pu faire avant, au moment de l'accueil, c'est-à-dire au moment de la sortie, l'étape où, les deux étapes finales, de pouvoir être accueilli et fêter la réussite que c'est, euh, avoir pu parler à son fœtus qui devient un bébé pendant tout le temps de la gestation, enfin pas de la gestation, mais même oui, à l'embryon, on pourrait déjà parler à l'embryon, à l'œuf, à l'embryon dès le départ, mais au moment de la naissance, c'est donc un fœtus, et si on peut à ce moment-là l'encourager, lui dire on est avec toi, on est une dream team, on va y arriver. Il y a plein de monde autour de toi pour qu'on puisse réussir ensemble. Alors, on inverse toutes les croyances qu'on a sur nous, de je suis nul, j'y arriverai à rien. On va arriver à je suis gagnant et je peux bénéficier de l'aide des autres. Donc, au lieu d'avoir la croyance, les autres sont incapables de m'entendre, incapables de comprendre ce qui se passe pour moi, incapables de m'aider. On va programmer exactement tout l'inverse. Et puis, du coup, le monde devient une aventure formidable au lieu d'être un combat permanent où il faut lutter et faire la guerre pour pouvoir réussir à devenir. Donc, si on inverse toutes ces croyances-là, qui sont des croyances non seulement délétères mais limitantes, ben on change le monde très rapidement en fait. Et Alors, ouais, ça me vas-y. rend triste de ressentir tout ça à ce moment-là, de voir à quel point cette, cette possibilité met tellement de temps à venir, advenir dans le monde, alors que ce serait facile en fait. Ce serait tellement facile. Je veux dire, cette possibilité d'accueillir les nouveau-nés de façon plus consciente, en fait. Oui, cette possibilité d'inverser pour tous les humains qui arrivent au monde et d'inverser pour nous nos croyances de base qui sont je suis pas terrible, je ne suis pas aimable, je suis pas aimé, je ne peux rien, je suis impuissant, je ne peux rien faire, je ne peux pas aller au bout, je ne peux pas vraiment réussir ma vie. Cette croyance sur les autres, l'autre je ne peux même pas lui demander de l'aide, il ne pourra pas m'entendre,
et il n'est pas là pour moi en fait. L'autre est même dangereux en fait. Et le monde est juste un combat à mener. Et on voit combien toutes les guerres là prennent leur paroxysme en ce moment là au XXIe siècle, euh, parce que à la base nous sommes tous à l'intérieur de nous des fœtus qui n'ont pas réussi à devenir des bébés accueillis. Bon, c'est bien, ça va donner une inspiration probablement à suivre parce que parmi les nombreux paramètres qui peuvent se réharmoniser dans l'expérience humaine, c'est sûr que la naissance et le travail sur les mémoires de naissance, c'est sûr que ça peut contribuer à l'harmonisation générale, c'est évident, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en France, est-ce que c'est un sujet dont il est facile de parler? Parce que j'ai souvent l'impression que la France, on est un peu en résistance par rapport à tous ces trucs-là. Moi, je me rappelle notamment sur des copines qui me parlaient de la façon dont ça s'était passé quand elles avaient accouché et que c'était pas si évident finalement de vouloir faire les choses un petit peu différemment. C'est pas évident. Euh, il y a très peu de maternités, même s'il y en a de plus en plus. Et j'espère que ça va être exponentiel. Mais ça fait 10 ans que j'ai écrit mon livre. Je me suis dit, ça va se vendre à des millions d'exemplaires parce que tout le monde va être, et tout le monde va être intéressé par ça. Mais en fait, ça vient chercher chez les personnes, ça vient chercher de la culpabilité. C'est-à-dire, ah oui, mais alors moi, j'ai pas pu faire ça. Moi, la première, hein, j'ai pas pu faire ça pour mes enfants. J'ai fait un peu ça, mais quand j'ai découvert ce que j'ai découvert quand mes enfants étaient déjà adultes, donc quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oh là là, mais si j'avais su ça au moment où je les ai conçus, quoi. Et effectivement, ça vient chercher de la culpabilité. Et je dis, nous avons fait le meilleur que nous pouvons. Nous avons fait le meilleur que nous pouvions à ce moment-là. Donc, stop avec la culpabilité, stop avec le jugement, stop avec euh, l'ère judéo-chrétienne mal comprise du message euh, de Dieu, si on l'appelle Dieu, de Jésus, si on l'appelle Jésus, de Jéchoua, si on l'appelle Jéchoua, enfin peu importe comment on l'appelle, de Bouddha, si on pense à Bouddha, et de Allah, si on pense à Allah. Stop avec la culpabilité que les humains qui n'ont rien réglé de leur trauma ont déformé de leur message et allons-y dans le message réel qui est prôné dans tous les textes sacrés, à savoir l'amour. L'amour. Donc, euh, si on se dit, OK, je t'aime et tu es aimable, et je suis là pour toi, je suis là pour t'accompagner là, et tout se répare, tout se répare. Euh, et que si on veut pas aller réparer en soi, enfin, ses propres mémoires ses propres mémoires de naissance, ses propres mémoires du passé, ses propres mémoires d'agression, où tout était déjà là à la naissance, parce que quand on voit comment on est né et comment on est encore majoritairement dans les maternités aujourd'hui, même si de moins en moins, c'est encore très majoritaire, que à peine vous êtes né, on va vous couper le cordon. Or, on sait que quand on coupe le cordon, ça empêche, tant que le cordon continue à battre, ça veut dire qu'il continue d'avoir un rôle. Et s'il a un rôle, c'est le rôle d'oxygéner. Donc, si on vous coupe le cordon alors qu'il est encore en train de battre, ce qui est le cas puisqu'on considère qu'il faut à peu près 20 minutes minimum avant que le cordon s'arrête de battre, ça veut dire que si on vous coupe le cordon tout de suite, bah, vous êtes à moitié asphyxié. Et donc, et que là, ça va rétrécir le corps, c'est-à-dire que ça va faire une telle agression dans le corps, hein, on est en train de m'asphyxier en fait. Donc déjà là, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle d'arriver au monde puisque je commence par être agressée par une asphyxie.
Et bien sûr que les humains autour, ils ont pas l'intention, ils se disent pas, tiens, je suis en train d'asphyxier le bébé. Ils n'ont pas cette intention. Ils sont en train de se Mm. dire, vite, vite, on va libérer la mère, on va faire tous les gestes chirurgicaux. Donc tout ça, c'est plein de bonnes intentions. Mais, désolé, c'est de la merde. Et puis, on sait que c'est de la merde. On sait que ça crée de l'asphyxie. Sauf que ce discours-là ne pénètre pas de façon unanime dans les écoles de sages-femmes, dans les écoles de gynéco, dans les écoles d'obstétriciens. Enfin, les obstétriciens, ils ont une formation technique et non pas une formation humaine, de cœur. Voilà. Et les médecins sont formés pour être coupés d'eux-mêmes. On sait que les salles de garde en médecine, c'est là où il y a le plus d'alcoolisme et de passage à l'acte sexuel. Donc, forcément, ils se sauvent la vie comme ils peuvent. Hein. C'est loin de moi l'idée de juger ce qui se passe là, puisque, comme je le dis, sortir de la culpabilité et du jugement. Ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de... Moi, pour avoir assisté à une autopsie une fois dans ma vie, hein, juste que ça dégage, c'est déjà insupportable. Donc, voilà, on peut Bah, en tout comprendre. cas, mm. Ce que tu dis, en fait, ça m'évoque un truc, c'est que c'est comme si à tous les niveaux de la santé et même peut-être du système économique, en fait, il y a tout un tas de pratiques qui ont encore lieu parce que on a l'habitude de faire comme ça, alors qu'en fait, ça fait un moment qu'elle pourrait être améliorée, remise en question, etc. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience de ça, qu'il y a plein de choses à réformer. Et en même temps, c'est comme si ces gens ne savaient pas encore atteint le seuil critique nécessaire à ce que on bascule dans un autre système. Ouais, Mm. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça que je me dis. Et pourtant, 1973, Frédéric Le Boyer, et pourtant 1973 aussi, Michel Audin en France, quoi. Mais qui n'ont pas pu être entendus correctement. Tu peux me parler d'eux parce que je connais pas ces auteurs-là. Le Boyer, enfin, les deux, ils sont à peu près. Frédéric Le Boyer doit être un peu plus vieux, était un peu plus vieux puisqu'il est mort il y a quelques années, que Michel Audin, qui a, aux dernières nouvelles, était toujours vivant. Euh, Ce sont deux obstétriciens qui ont pris conscience de ça, l'accueil des enfants, l'accueil des bébés, l'accueil des nouveau-nés, et qui ont écrit pour une naissance, pour l'un, pour une naissance sans violence. Ça, c'est Frédéric Le Boyer. Et Michel Audin, il a écrit plusieurs livres, mais je dois reconnaître que je les ai pas lus. J'ai suivi des vidéos sur YouTube et tout ça de Michel Audin pour voir un peu de quoi il parlait. Et parce qu'au moment où je me suis posé la question en 2008, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui comprend que, enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit sur ce que moi j'ai compris, quoi. Et donc évidemment j'ai retrouvé Frédéric Le Boyer que j'avais déjà, puisque je l'avais lu quand j'étais enceinte. Mais et c'est là où je me dis bah oui, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que je me prends aussi en exemple. C'est pas pour me vanter c'est justement pour montrer que moi, je l'avais lu, Frédéric Le Boyer, en 1990, quand j'étais enceinte de mon fils, et j'avais compris ce que j'avais compris. Ça vient, je pense qu'il y a un endroit où j'étais dans une telle sidération que j'ai compris un dixième de ce qu'il y a dans le livre, à l'époque. C'est quand je l'ai relu, euh, donc en 2008, je me suis dit, mais il y avait déjà tout ça dans son livre. Et j'avais l'impression que j'étais passée complètement à côté, quoi. Alors, je n'étais pas passée complètement à côté parce que je m'étais dit, OK, moi, je vais m'inscrire à la maternité des Lilas, qui avait la réputation top de dernier niveau
sur la France. Et donc, je vais faire un accouchement physiologique. Je ne prendrai pas de péridurale, sauf si je souffre trop, parce que quand même, j'avais l'impression que j'allais souffrir. Et tout mon... Je me disais, bon, j'essaierai de pas souffrir, mais mon postulat, c'est je vais souffrir. Je ne savais pas qu'on pouvait accoucher dans l'extase, c'est-à-dire vibrer une telle extase, parce que si nous sommes dans le vortex de la naissance, si nous tombons dans, enfin, si nous y allons, si nous descendons dans le vortex de la naissance, nous allons vibrer entièrement, nous allons faire une naissance extatique. Et au lieu de balancer de la peur, de la souffrance à notre bébé, on va lui balancer de l'extase. Mais il y a de tels tabous. Ah non, mais attends, tu vas pas accoucher dans la jouissance, c'est dégueulasse. C'est de l'inceste. C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Puis c'est pas possible de toute façon. Tu sais, c'est hyper intéressant ce que tu partages parce qu'il y a quelques années, j'avais un très bon ami à moi qui m'avait parlé de ça justement, qu'on présentait la naissance comme un truc hyper douloureux et tout ça. Et encore une fois, je veux pas nier que bien sûr, dans cette expérience-là, il n'y a pas une dimension de douleur physique. Mais il m'avait dit aussi c'était l'opportunité pour les femmes finalement de vivre une expérience d'extase. Alors, je ne sais pas s'il avait parlé d'extase ou tu vois, euh, comme une sorte peut-être d'orgasme cosmique. Je ne sais pas comment décrire ça. Et que c'était justement une espèce de secret, que c'était un espèce de tabou. Et du coup, en t'entendant, je comprends ça. Et aussi, tu sais, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tu imagines si l'enfant, il arrive alors que sa mère, elle est en mode extase, forcément, elle va vibrer des fréquences ultra élevées. Donc lui, forcément, c'est comme s'il arrivait en mode, bah, je suis Dieu, quoi. Mais tu vois, ça vraiment, c'est-à-dire que l'être humain, il pourrait s'incarner vraiment dans sa divinité. Et je parle bien sûr pas d'une divinité égocentrée telle qu'elle est parfois promue aujourd'hui par notre société à travers les vedettes ou les gens qui ont soi-disant réussi leur vie, etc., les gens de pouvoir, mais plutôt dans cette force et dans cette humilité d'être pleinement dans son être, en fait, quoi. Dans cette puissance-là, euh, moi j'ai vécu, ça va être très intime ce que je vais livrer, j'ai vécu deux, enfin plusieurs, mais voilà, plusieurs moments dans ma vie euh, d'extase, plusieurs, pas des milliers non plus, hein, peut-être quatre euh, d'extase, euh, dont le dernier, c'était il y a même pas un an. Euh, J'étais dans un stage de tantra de guérison et, euh, et nous faisions juste ce qu'on appelle une vague. Donc on est en position comme Shiva et Shakti, cette position où la femme est l'homme est en comment dirais-je en lotus et la femme est en est sur lui sur le l'enserre de ses jambes et juste on respire. Il y a pas on se touche pas, on se touche pas, on n'est pas en train de Il n'y a aucune excitation sexuelle à proprement parler, quoi, pour être clair. on n'est pas en train de on est juste centré sur notre respiration et sur dans un lâcher prise à ne rien attendre. On ne sait pas ce qui va se produire. C'était pas la première fois que je faisais cette expérience-là, cet exercice-là, on va dire. Et je m'attendais à rien de spécial. Et tout d'un coup, nous sommes tous les deux rentrés en vibration, où on a toutes les cellules qui se mettent à vibrer, et où on sent que c'est extatique. C'est-à-dire que là, on sent que c'est un orgasme, mais qui n'a aucun rapport avec ce que l'orgasme sexuel qui est tellement d'habitude, enfin généralement, tellement minuscule par rapport à ça. Et, euh, et, et je dis ça parce que à ce moment-là, on n'est pas du tout dans le pouvoir, on est juste dans le service. On est
traversée par cette énergie qui est en fait, dont on se rend compte que nous l'avons en nous. Elle vient de nous et elle est transcendée par l'univers, en fait. Euh, c'est la première fois que je parle de ça de façon aussi précise, peut-être. Euh, et du coup, elle, elle, dans cette transcendance, on a juste la sensation de l'humilité. C'est par rapport à ce mot que tu utilisais que je témoigne. On a juste la sensation de l'humilité et on a juste cette sensation qu'on est là pour être au service de ce que j'appellerais le grand tout, de ce que d'aucuns appellent Dieu. Enfin, mais on sent à quel point la source est en nous et autour de nous. Et comme tu dis, si nous sommes dans une naissance extatique, où il y a cette vibration-là qui est donnée, où en fait elle va être communiquée au bébé, parce qu'il va être, parce que voilà, ça se communique, c'est cette osmose-là qui se communique, c'est juste incroyable. Il y a une vidéo sur YouTube, sur le site d'une femme qui a fait un, un site, et ça s'appelle Birth as We Know It. Donc c'est en anglais, c'est une femme russe qui a émigré aux États-Unis. Elle fait faire des naissances. Alors bon, sa population est certainement une population de gens assez friqués, on va dire. Si je ne sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais bon, voilà. Elle va dans les mers caraïbiennes ou bien dans des eaux chaudes. Elle emmène tout son groupe là de femmes enceintes et qui sont avec leurs conjoints parce qu'il y a tout un cheminement pendant un an. Ces personnes vont cheminer ensemble, en couple et en groupe de couple pour pouvoir tomber enceinte éventuellement et pour pouvoir mener à terme leur grossesse. Et donc cette grossesse, au moment de la prévue de la naissance, elles sont dans cet espace-là et elles vont accoucher dans la mer. Elles vont accoucher dans la mer et ou pas, enfin bon, mais donc il y a tout un tas de vidéos comme ça. Et il y a une vidéo où là c'est pas un accouchement dans la mer, mais d'une femme qui a été formée par elle, est sage-femme aussi par ailleurs, et qui va vivre sa naissance. Et donc la naissance est filmée. C'est assez impressionnant à regarder. C'est moi, comme je disais dans mon spectacle, j'avais fait un spectacle mémoire de naissance euh, pour parce que je trouvais que cette connaissance se diffusait pas auprès des professionnels. Donc je me suis dit tant pis, enfin tant pis. Un concours de circonstances qui m'a dit OK Sylvie, là tu vas investir 25 000 euros pour pouvoir jouer ton spectacle à Avignon. Enfin un truc qui sera un spectacle à Avignon et toucher le public, toucher les particuliers quoi. Magnifique. Donc j'ai fait ça. Et bon, malgré tout, ça ne s'est pas diffusé autant. Et j'ai pas eu salle comble à chaque fois, mais j'ai quand même eu sur une salle de 50 places, alors que j'ai fait aucune publicité, puisque j'ai décidé ça à la dernière minute, 9 mois en fait avant juillet d'Avignon, juillet 2018. J'ai fait ce spectacle pour toucher et j'avais en moyenne 16 personnes par jour, ce qui est, ce qui est, ce qui pour les gens à qui j'en parlais en disant qu'ils étaient tellement déçus qu'il n'y ait pas un salle comble à chaque fois. On me disait, mais tu te rends pas compte, c'est même incroyable que tu aies 16 personnes en moyenne, quoi. Ça n'existe pas quand on n'a pas fait de pub et quand on n'est pas connu et quand on a un sujet aussi incroyable que le tien. Donc, bon, ça m'a pas consolée, mais parce que j'ai tellement envie que ça se diffuse pour que ça change dans la vie de tout le monde, quoi. Donc, voilà. Mais oui, pour revenir à Birth as We Know It, on voit cette femme accoucher et on la voit dans l'extase. On la voit vraiment dans l'extase. C'est c'est impressionnant de la voir parce que c'est tellement tabou de voir le sexe d'une femme qui se dilate. C'est tellement tabou, c'est tellement, on a l'impression, on se dit, mais je suis voyeuriste, là. Euh, mais toute cette femme, donc cette russe américaine maintenant, elle témoigne de l'effet que ça a sur les enfants, la confiance qu'ils ont en eux, leur capacité d'avancer, de
d'être conscient. C'est c'est juste, Et- ouais, c'est incroyable. En fait, même si bien sûr on pourrait se dire, ah, c'est tellement dommage que les enfants ils puissent pas naître dans cet amour, dans cette extase, et que pour l'instant c'est probablement réservé à des gens très éveillés au niveau conscience et aussi qui ont les moyens. Euh, En même temps, c'est vrai que ça, voilà, ça donne comme la perspective d'une direction vers laquelle on pourrait aller. Et aussi un truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, ces choses-là, on pourrait déjà les mettre en œuvre. Mais tu sais, c'est comme si notre civilisation, je vais parler pour la France et l'Europe, elle était tellement prisonnière de son matérialisme. Euh, Elle était dans une fuite en avant d'exactement l'inverse, tu vois, c'est-à-dire on va dire, ouais, on n'a pas les moyens de, tu vois, de permettre aux femmes de naître enfin, aux enfants de naître dans des environnements super bienveillants, où, tu vois, le côté médicalisation, il est vraiment, tu sais, euh, réduit à son minimum, etc., avec tout un tas d'équipes, qui pourraient faire de ces naissances une vraie célébration. Et en même temps, aux infos, on va te dire, oui, bon, bah là, faut mettre 800 milliards pour aller faire la guerre, et tu sais, alors qu'en plus, ils sont hyper cyniques parce qu'ils savent très bien que ils feront jamais vraiment la guerre, mais par contre, les 800 milliards, ils sont vraiment dépensés. Et donc, en fait, c'est un vaste détournement de fonds, en fait et que les populations européennes, elles sont tellement... c'est comme si elles étaient pétrifiées, tu sais, un peu comme des petits animaux dans les phares d'une voiture. Ils sont tellement manipulés à coups de peur, à coups de... Mais vous savez, on n'a pas le choix. Et tu vois, il y a un espèce de lavage de cerveau perpétuel qui fait que, on n'arrive même pas à envisager la possibilité d'un fonctionnement radicalement alternatif, quoi. De vraiment de A à Z, tu vois, pas juste de grimper au sommet de la pyramide, mais vraiment de la renverser ou limite, tu vois, de la dissoudre pour que vraiment, bah, tu vois, on fasse de cette vie sur Terre une célébration et éventuellement aussi une recherche sur comment diminuer la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, bien, même si bien sûr la souffrance, elle fait aussi partie de l'expérience humaine. Euh, ouais, ça crée un gros contraste quoi, entre ce que tu décris et là où on est. ouais. Oui, euh, dans le, oui, la souffrance fait partie de l'expérience humaine puisque nous Pas ne la sommes douleur, pas, pardon, j'ai dit la souffrance, mais en fait, je dirais plus la douleur, tu vois. nous Le ne fait. sommes pas encore guéris de nos traumas. Donc, et ça peut prendre très longtemps. Je vais prendre encore mon exemple. Euh, Moi, ça fait 35 ans que je travaille sur moi. J'ai commencé une psychanalyse à 30 ans. Et donc, ça fait même 36 ans que je travaille sur moi. J'ai toujours pas fini je suis toujours pas un être éveillé, on va dire, entre guillemets. J'ai toujours pas fini de régler euh, toutes les, toutes les couches de l'oignon. J'en ai réglé plein, j'en ai réglé suffisamment pour savoir aujourd'hui, peut-être depuis à peine 10 ans, oui, un peu plus de 10 ans, on va dire, que tout ce qui m'arrive est un cadeau, y compris le pire, y compris le pire, entre guillemets, c'est-à-dire, euh, puisque ça va me permettre justement d'aller regarder encore plus loin tout ce qui a éclairé ma vie, tout ce qui a imprégné ma vie, et de guérir ça encore plus profondément. Et comme je dis souvent à mes clients, je reviens de loin, mais en vérité, nous revenons tous de très loin. Bon, moi, je collectionne un peu toutes les cases, hein. Je coche à peu près toutes les cases de la maltraitance. Donc, on peut dire que je reviens de loin, euh, mais y compris, tout était présent à ma naissance. Je suis née, donc, parce qu'une partie de moi ne voulait pas y aller, hein, ne voulait pas y aller, donc, parce que c'est Bernard Montault qui, dans son livre, dont j'oublie le titre là tout de suite, mais sur la naissance, enfin, euh, parle du fait que le fœtus, au moment de sa naissance, il passe de Dieu à homme. Et que donc, au fur et à mesure de ces étapes, il va passer du divin, complètement conscient, à l'homme totalement inconscient.
et avec le doigt de l'ange qui lui a mis le voile de l'oubli. Mais voilà, je voulais pas y aller, donc forcément on m'a tirée. Je suis née au forceps, complètement déformée, à moitié étouffée parce que j'étais déjà bleue quand je suis née, enfin bleu-grise. Je suis née avec un pied beau, le pied complètement tordu. Donc la sage-femme a dit j'aurais eu un enfant comme ça, je l'aurais étranglé au passage. Enfin, voilà. Donc des belles paroles de la fée Carabosse sur mon berceau à peine né, quoi. Et puis Wow. après, une journée de torture pour redresser mon pied. Enfin, voilà. Et puis ensuite, d'autres problématiques. Comme je dis, je coche à peu près toutes les cases. Donc, oui, je reviens de loin. Et je dis pas ça pour me glorifier non plus, parce que je pense sincèrement que nous revenons tous de très loin. Malgré le fait qu'apparemment, mais moi, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, mes parents étaient géniaux. Oui, c'est ce que j'ai dit la première fois que je suis rentrée en psychanalyse. Moi, j'ai pas de problème. Juste, mon problème, c'est que j'aurais voulu être chanteuse et que j'arrive pas à l'être. C'est Et puis, incroyable. au fur et à mesure de mes années de thérapie, j'ai déterré et j'ai gagné en conscience. J'ai déterré tous les lièvres qu'il y avait dans les terriers. Et je vois que, ben non, j'avais pas l'enfance glorieuse que je pensais avoir eue. Même si mes parents, merci à eux d'avoir joué le rôle qu'ils ont joué pour que je sois la thérapeute qui peut accompagner à plein d'endroits, Ouais. euh, puisque je les ai traversés. Et je te dis juste un truc, si ça t'intéresse, c'est justement le sujet qu'on aborde pas mal dans les autres entretiens que je fais. Mais même si tu sais, le processus de guérison est tu sais, un peu d'enlever les couches de l'oignon et tout ça, il a tout à fait sa place. On le dit souvent et on nie pas du tout l'importance de la guérison dans les entretiens que j'ai pu faire. En même temps, c'est vrai que tu parlais de, je suis pas encore un être réalisé. Et en fait, la réalisation du soi, ça se passe pas du tout à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire, tu peux en fait théoriquement réaliser le soi même si tu as encore beaucoup de choses à régler dans la vie du personnage, puisqu'en fait la réalisation du soi, c'est plus de l'ordre du saut quantique, en fait c'est comme un espèce de brusque retournement de perspective ou de changement d'angle de la caméra, et que en fait paradoxalement ça n'a rien à voir avec la personne incarnée. Même si ça permet probablement à l'incarnation de se vivre finalement en plein alignement. Oui, Et, euh, et je suis que, d'accord. en fait, et finalement aussi, dans l'expérience Clément, la réalisation de la vraie nature, ça a été, bah, j'ai envie de dire, l'ultime guérison aussi. C'est-à-dire que finalement, t'as beau bosser sur toi dans tous les sens, etc. Il y aura toujours des choses qui seront cristallisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, la création même de de ton illusion en mode entité séparée, tu vois, quoi que tu fasses pour nettoyer l'oignon, il a toujours l'impression justement qu'il faut qu'il existe. Et finalement, il libérera jamais les derniers éléments souffrants tant que ça sera pas réalisé justement qu'il n'y a jamais eu d'oignon à la base. C'est ça c'est ça Voilà. la. Et encore une fois, c'est C'est-à-dire, pas, c'est pas dans forcément. la thérapie, pardon, je suis d'accord, dans la thérapie, je dis toujours, je vais vous dire une chose et son contraire. Et les deux sont vrais. Ah, voilà, je faisais une petite parenthèse. Ouais. D'habitude, c'est pareil, je partage pas forcément là-dessus, mais j'invite tous les gens que ça intéresse à aller écouter les différents entretiens qu'on a pu faire, que ça soit avec Gérald, Pierre, Anthony ou Didier récemment, parce que voilà, la guérison a sa place et même l'amélioration de la société, l'amélioration de l'expérience, mais ultimement, c'est avant tout une reconnaissance de du fait que la séparation n'a jamais été réelle. Encore une fois, c'est facile à dire, mais pour que ça se réalise, c'est comme s'il y avait une espèce de magie à l'œuvre. Mais bon, c'est aussi accessible à tous, hein. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le fait de vivre 50 incarnations auprès du Bouddha, même si bien sûr ça peut aider de rencontrer des êtres qui ont aussi réalisé leur nature. Je ferme, je ferme la parenthèse.
Et tu vois, ça, moi, je l'ai compris à la naissance de mes enfants. Euh, je l'ai compris, je l'ai senti, on va dire. J'ai tellement compris que l'être qui arrive là sur Terre, il est déjà parfait, quoi. Il est parfait, il est entier, et que c'est notre vie matérialiste et limitée dans la matière. Nous venons faire cette expérience-là en même temps, hein. Donc, pour moi, dans mon système de croyance, nous venons faire cette expérience-là de réaliser notre entièreté dans la matière, ce qui est le gros challenge de l'incarnation sur Terre. Alors, je voudrais te poser des questions sur d'autres sujets que j'ai vus, notamment quand j'ai un peu préparé l'entretien. Euh, Tu parles à un moment des travaux d'un monsieur qui s'appelle Stanislav Grof. Donc c'est un monsieur dont j'ai beaucoup entendu parler, mais sans jamais vraiment savoir qui il était, ce qu'il faisait véritablement. Est-ce que tu trouves ça intéressant d'en dire deux, trois mots, s'il te plaît? Alors, Stanislas Grof, c'est donc je crois qu'il était polonais ou slovaque, enfin quelque chose pays de l'Europe de l'Est, et aujourd'hui il est aux États-Unis. Il était encore vivant il y a peu de temps parce que j'ai été à une de ses conférences il y a peut-être 5 ans, je ne sais pas, je ne saurais pas dire exactement quand, mais bon, voilà. Donc, mais il avait déjà plus de 80 ans. C'est un homme c'est un psychiatre à la base, qui a commencé à travailler avec du LSD. Et à l'époque où c'était autorisé, et qui a pu voir que ben, lorsqu'on donne du LSD, et c'est complètement politiquement incorrect ce que je vais dire, hein, lorsqu'on donne du LSD à des personnes qui sont dans des graves problématiques psychiatriques, on arrive en faisant des dosages précis, donc c'est pas open bar, hein, voilà, il a commencé par des très petites doses et puis il a varié avec ça, ben, voilà, il a expérimenté avec ça pour pouvoir se rendre compte que ça avait un pouvoir extrêmement positif. Et on a aujourd'hui des universités en France, comme l'université de Poitiers, donc je rajoute ça pour la crédibilité scientifique, qui font ce genre de tests. On redécouvre un peu la poudre pour pouvoir voir comment les psychédéliques, euh, toutes ces substances psychédéliques, peuvent avoir un impact et peuvent être une aide à la guérison des maladies psychiatriques. Euh, et donc, voilà, il a commencé comme ça. Et puis, quand ça a été interdit, bon, entre-temps, il a dû migrer, je ne sais pas exactement dans l'ordre, hein, parce que je ne connais pas sa bio de façon précise, mais il a migré donc aux États-Unis. Et puis, là-bas aussi, c'était interdit. Donc, il a décidé de mettre au point. Il a étudié certainement avec enfin, des choses sur les peuples premiers, etc. Mettre au point une technique qu'on appelle la respiration holotropique. Et cette respiration, donc, permet d'entraîner des états de transe, un peu comme le LSD permettait de faire des ouvertures de conscience. Et donc, dans ces états de transe, on accède à une ouverture de conscience grâce à cette respiration, qui est une respiration avec beaucoup de sons, c'est-à-dire de tambours. Il a un peu copié-collé ça, quoi. Respiration avec des tambours. Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai apprise, avec un thérapeute qui était médecin et qui était fondateur du cercle Reichien en France, qui s'appelle Gérard Guasque, qui est encore vivant aussi, qui a plus de 90 ans. On avait des musiques sonores pour accompagner cette respiration très haletante comme ça, donc qui vous fait basculer en hyper ventilation et qui vous permet d'accéder à des états de conscience modifiés et qui va euh, permettre de faire remonter du matériel traumatique et donc de le guérir. C'est ça l'idée. Et donc, lui, il est considéré comme un des pères de la psychologie transpersonnelle.
c'est-à-dire qui croit aussi, voilà, que nous ne sommes pas un individu isolé, mais que nous sommes aussi reliés à notre lignée, la société dans laquelle nous sommes, en fait tout l'univers. Euh, voilà ce que je peux dire de Stanislas Grof. Super. En plus, c'est bien parce que du coup, tu as évoqué le rôle des thérapies psychédéliques. Mm, C'est quelque chose que je voulais aborder avec toi parce que en ce moment, quand on parle de guérison des traumas, on parle beaucoup de ça. Donc, en introduction, j'ai fait une citation du docteur Gabor Maté. mm, Lui, je sais qu'il travaille avec ça, notamment en Hollande. Il y a des choses qui sont faites. Et, euh, et moi, c'est quelque chose que j'ai pu vivre à titre personnel. Alors, je sais pas forcément, j'allais dire, je sais pas forcément si j'ai guéri des traumas en faisant ça, mais en fait, si, euh, puisque je me rappelle pendant une des séances que j'avais faites, j'avais, c'était marrant parce que ouais, du coup, j'avais surmonté la culpabilité ou je sais pas, l'impossibilité à reconnaître que j'étais l'amour, entre guillemets, tu vois, que j'étais la ouais, conscience. Donc finalement, tu vois, même si ça n'a pas été, tu sais, on va souvent dire que ça sert à surmonter des traumas, genre peut-être des accidents, des violences physiques ou émotionnelles, etc. Mais ça peut aussi permettre de surmonter des choses subtiles. Et moi, ça m'avait permis de surmonter la croyance que je méritais pas de réaliser ma vraie nature, en fait, que j'étais pas une assez bonne personne. Et c'est trop drôle parce que, comme je te disais juste avant, en fait, ça n'a rien à voir avec la personne. Donc, tout le monde peut réaliser sa vraie nature. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant dans l'histoire, en fait. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment. Alors, c'est pas encore légal en France, je crois, mais il y a des pays qui s'intéressent vraiment à ça. Donc, il y a en Hollande, dans le sud de l'Europe. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de ces thérapies-là. Je pense que c'est aussi important de préciser que c'est à faire dans un cadre forcément bienveillant et forcément, comment dire, je dirais désintéressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'argent qui soit en jeu, puisque ça peut avoir un certain coût. Mais on est là avec des choses qui peuvent vraiment nous rapprocher d'expériences sacrées, en fait. complètement. C'est pas du tout à faire en teuf avec mélange de Non, substances, etc. Ça n'a rien à voir. Et oui, on dirait que la société bouge énormément à ce niveau-là et il y a il y a beaucoup d'espoir de guérison dans les années qui viennent si si les choses changent à ce niveau-là, quoi. tout à fait. Et c'est Tout à marrant parce que franchement, des fois, ça se demandait si les autorités veulent vraiment qu'on guérisse, en fait, tu vois. Je Hein? suis pas la même chose. Parce qu'en fait, finalement, le matérialisme, tu sais, Et qui ne se diffusent pas ouais, et, et qui font l'objet de chasse aux sorcières, hein, mais ouais. euh, où il y a beaucoup de bâtons dans les roues et où on nous traite de complotistes, de ceci, de cela. En Hollande, tu parlais de la Hollande. Moi, j'ai fait cette expérience-là avec l'ayahuasca, puisqu'à l'époque où je l'ai faite, c'était légal, mais depuis, ça ne l'est plus. Hmm. En Hollande, ils ont rétréci aussi cet espace-là. Euh, je l'ai fait non pas pour guérir un trauma particulier, parce que finalement, plus le trauma est gros, plus c'est facile de le guérir dans un simple rapport d'humain à humain, je dirais. Hmm. Euh, bon, je mettrais peut-être des bémols quand même, mais enfin voilà. Mhm. Euh, Par contre, le trauma, moi, le trauma de solitude existentielle, c'est-à-dire de séparation d'avec le grand tout, le sentiment d'être seul, je n'arrivais pas à le guérir. Et c'est pour ça que après avoir tenté pendant X années de le guérir, je me suis dit, bon, bah là, je vais aller m'adresser à autre chose, puisque je trouve pas d'humain qui puisse le faire. Et donc, je l'ai fait par l'intermédiaire d'humains, mais par l'intermédiaire d'une plante.
Et peut-être que ça a son sens aussi, hein, qu'il y a une partie de moi qui ne faisait tellement pas confiance aux humains que du coup, aucun humain ne pouvait venir dans mon cercle pour pouvoir m'aider à cet endroit-là. Mais oui, il y a vraiment eu pour moi un avant et un après où j'ai touché j'ai touché concrètement, quoi. Enfin, et comme je dis, là, à cet endroit-là, euh, c'est plus vrai que vrai. Mais on peut trouver ça aussi quand on expérimente en EMDR ou enfin quand on expérimente d'aller contacter des mémoires à l'intérieur de nous, même sans plante, on peut toucher cette même vérité-là. Euh, mais bon, il y a des moments où ben, on est bloqué et les plantes sont une possibilité de pouvoir traverser. Et si on peut s'offrir le voyage, entre guillemets, à tous les sens du terme, s'offrir et voyage, et ben oui, ça vaut le coup. Pour moi, il y a vraiment un avant-après de cette connaissance-là que je ne suis pas séparée, que je ne suis pas, même s'il y a encore des parties de moi qui le pensent, hein, mais et que en fait la source du divin elle est en moi. Magnifique. Et tu sais, tout à l'heure, je partageais de façon un petit peu comme ça, spontanée, et on parlait en même temps, mais je vais le redire, tu sais, c'est vu qu'on est dans des sociétés quand même basées pas mal sur la consommation, tu vois, la croissance économique et tout, et mine de rien, le moteur principal de la consommation, c'est quand même le manque. Et quoi de meilleur qu'une addiction pour créer un manque permanent? Donc finalement, c'est comme si involontairement, tant qu'on allait avoir une société basée sur la consommation, on n'allait jamais vraiment pouvoir résoudre bah, le problème à la racine, quoi, nos problèmes d'addiction, nos problèmes, et donc de trauma qui ont créé ces addictions, parce que finalement, ça casserait un peu le business, quoi. Et c'est marrant parce que ça rejoint un peu mon intuition que finalement, l'éveil des consciences et le changement de paradigme de la société, ça allait plus ou moins ensemble. C'est-à-dire que bien sûr, on peut s'éveiller à notre vraie nature, même dans un contexte politique qui est plutôt, ou économique qui est plutôt hostile. Et comme tu l'as montré, malgré toi, les nombreuses épreuves que tu as pu vivre étant enfant, bah, voilà, tu es devenu l'être humain aujourd'hui rempli d'amour pour toi-même que tu es. Mais pour que ça soit vraiment vécu en dehors bah, d'une petite minorité, probablement, ça sera nécessaire à un moment d'avoir un changement de paradigme. Et quand je dis changement de paradigme, c'est pas juste changer de parti politique qui gouverne, quoi. C'est vraiment changer de logiciel et complètement renverser la raison pour laquelle, finalement, repenser la raison pour laquelle on vit en société, quoi. Et mettre le bonheur et tu vois, la compassion, la sincérité vraiment au centre de nos vies, en fait, puisque c'est notre vraie nature aussi, donc ça a du sens de faire ça, quoi. Mm, mm. Euh, on parle beaucoup de MDR. Est-ce que tu veux en dire un mot, puisque c'est une thérapie qui est très très efficace et qui est assez facilement accessible. Moi, je veux juste en dire deux mots. J'en ai entendu la première fois parler par le docteur David Servan-Schreiber, qui avait écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Guérir, où il proposait un certain nombre de méthodes scientifiquement validées pour guérir de la dépression et qui n'étaient pas basées sur les médicaments. Donc c'était vraiment un monsieur, moi, qui m'avait énormément inspiré. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément apporté à la recherche dans ce domaine en France. Et donc je lui rends hommage et je le remercie à cette occasion, même il est au ciel maintenant. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette technique, s'il te plaît? Alors c'est un acronyme pour dire Eyes Movement Dissociation Reprocessing ou Retreatment. Parce que à la base, Francine Shapiro, qui est donc celle qui a créé ce sigle et cette formation et cette méthode, qui est une américaine, donc ils sont très forts pour protocoliser tout ça et pour faire des synthèses. Et c'est superbe qu'elle ait pu le faire parce que euh, ça permet de remettre le trauma au centre de plein de choses. Et c'est ça, l'approche EMDR, c'est une approche axée trauma. Donc, on part d'une situation, mais on le faisait déjà en PNL,
elle a fait une espèce de synthèse, en fait, Francine Shapiro, elle a fait une synthèse, parce qu'elle elle-même était malade d'un cancer, elle n'était pas du tout thérapeute à la base, et donc elle a voulu guérir aussi, et donc elle a décidé de se former en psychothérapie. Elle s'est fait tout un cursus de PNL, qui est déjà une boîte à outils. La PNL, la programmation neurolinguistique, c'est une boîte à outils de plein de choses, puisque Grindler et Bandler, qui sont les deux créateurs de cette boîte à outils, ont été consultés et visités et observés pour les protocoliser tous les fondateurs des grands mouvements de thérapie de l'époque, des années 70, c'est-à-dire Peirce en Gestalt, c'est-à-dire Berne en analyse transactionnelle, c'est-à-dire Milton Erickson en hypnose ericksonienne, évidemment, principalement ces trois-là, pour protocoliser tout leur savoir-faire. Et donc, la PNL, c'est une boîte à outils de tous ces protocoles-là, des savoir-faire de ces grands événements. Et le MDR, c'est, à partir de cette boîte à outils de PNL, de remettre le trauma au cœur du problème, c'est-à-dire, voilà, si nous sommes limités aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une mémoire traumatique. Et donc, la mémoire traumatique, c'est quoi comment on va pouvoir y accéder? On va y accéder en se focalisant sur le trauma, si c'est un trauma, voilà, je viens de me faire braquer par un braqueur dans une banque, il m'a foutu le pistolet sur la tempe et donc je me sens, j'ai rien pu faire et depuis j'ose plus aller dans ma banque. Ok, on va vous remettre. Ok, vous êtes dans votre banque, vous remobilisez. Donc c'est pas, je me souviens de ah oui comment c'était dans ma banque déjà. Alors il est à non c'est j'y suis dans ma banque là maintenant et je le sens qu'il a son pistolet sur ma tempe. C'est je m'associe à l'expérience, ce qu'on fait dans plein de méthodes de thérapie. Mais donc là, je pars de cette image-là, image au sens large du terme, visuelle, auditive, olfactive, gustative, sensorielle. Et à partir de là, je me laisse traverser. Donc, un protocole pour descendre dans cette, cette zone-là pour permettre à la personne de descendre de son intellect à son corps, en passant par ses émotions. Et puis après, elle a eu l'intelligence de rajouter des variables chiffrées pour qu'il puisse y avoir des études sur cette méthode. Et ils ont fait plein d'études, ce qui fait qu'aujourd'hui, le MDR est recommandé par l'OMS et la Haute Autorité de Santé en France comme une des méthodes, je crois qu'ils sont au bis avec les TCC dernière génération, qui est elle-même la dernière génération de TCC, technique cognitivo-comportementaliste, elle-même a rajouté tout un tas d'outils du corps. Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que si ça passe pas par le corps, on ne pourra pas guérir. On ne pourra pas se débarrasser de cette mémoire traumatique, c'est-à-dire de pouvoir s'associer à la pensée sans plus ressentir ou s'associer au déclencheur de cette action. Ça, c'est très puissant, la question de déclencheur, puisque au moment où je vis l'expérience, je vais avoir toute ma mémoire visuelle, auditive, olfactive, toute ma mémoire sensorimotrice, en fait, qui est impactée. Et chaque élément de l'expérience que je vis à ce moment-là va me servir de déclencheur ou pas, hein, en fonction de la façon dont mes protecteurs internes se sont mobilisés, va me servir de déclencheur pour que je sois activée. Et par exemple, il y a des personnes qui ont la phobie de l'avion, c'est-à-dire je ne peux pas monter dans un avion, l'avion, ça va m'activer tout de suite. Si moi, j'ai eu des clientes qui sont venues. Ça fait 3 fois que j'essaie de prendre l'avion pour la Nouvelle-Calédonie parce que mon mari était muté. Et donc, on essaye depuis 3 fois de prendre l'avion pour migrer en Nouvelle-Calédonie avec toute ma famille. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je fais une crise cardiaque. Et donc, j'atterris aux urgences qui me disent non, c'est juste un malaise vagal, allez consulter. Donc, c'est pour ça que je viens dans votre cabinet. Il se trouve que l'avion, c'est une mémoire traumatique. L'avion est un déclencheur d'une mémoire traumatique qui est une mémoire de naissance. Quand je suis dans un avion, je suis dans un espace clos, je ne peux pas en sortir, assez large quand même, je ne peux pas en sortir, je suis coincée là, exactement comme j'étais coincée dans l'utérus au moment où j'ai été coincée dans l'utérus. Et donc, c'est un endroit spécifique de la mémoire de la naissance,
L'ascenseur peut être aussi, la phobie des ascenseurs peut être un autre endroit d'une mémoire de naissance. Voilà. Donc c'est un peu ça le MDR, c'est je vais partir de votre phobie, je vais partir du déclencheur de cette phobie. Ici maintenant je suis dans un ascenseur. C'est comme ça que j'ai découvert ces mémoires de naissance, c'est-à-dire que les personnes disaient je suis phobique de l'avion, ok, très bien, allons-y. Et puis maintenant j'ai l'idée que je vais aller dans l'avion et j'ai tout le corps qui est impacté. Bien. Là, ben, on se retrouve, je suis dans l'utérus. Ah, d'accord. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça me fait penser à des trucs aussi dans la vie ici, tu vois, de Clément, où moi, j'ai toujours eu plus ou moins peur de me retrouver enfermé, tu sais. Genre, tu sais, pendant le Covid, j'étais vraiment pas à l'aise que autant j'adore choisir de me mettre dans un endroit comme une petite chambre ou une salle de méditation, mais c'est de mon propre chef. Mais si j'ai l'impression que qu'on va me forcer à être enfermé, alors là tout de suite j'ai envie de me carapater, tu vois, de prendre ma moto ou mon cheval ou tu vois pour m'échapper. Et je me dis, si ça se trouve, il y a un lien avec une expérience au moment de la naissance. Et je sais qu'en plus, tu vois, au niveau de la naissance de Clément, il y a eu, ouais, il y a eu des trucs un peu spectaculaires qui se sont passés. Et, euh, et en même temps, ben, pareil, je rebondis. Mais il n'y a pas longtemps, mon père, il me disait justement que quand j'étais né, les sages-femmes ou le docteur, je sais pas, lui avait dit, eh ben dis donc, celui-là, on voit qu'il veut vraiment venir ici, quoi. On voit qu'il veut vraiment naître, quoi, tu vois. J'avais l'air super motivé. Et c'est marrant parce que mon papa, il m'avait dit ça à une époque où je me demandais un peu ce que je faisais là sur Terre. Et je me suis dit, bon, si, si je suis encore là, c'est qu'il y a il y a une bonne raison. Parce que apparemment, je me suis bien battu en tant que bébé pour m'incarner à cette époque mouvementée. Oui, moi, c'est ça que je me dis, mais nous sommes tous d'une telle résilience. Parce que pour naître dans cette vie, dans cette époque et dans cette matière, Bah, en fait, ça me semble quand même assez clair que justement le changement de paradigme dont on parle depuis le début de l'émission, que ça soit au niveau de notre façon, des priorités, on va dire, quelles priorités on se donne collectivement? Est-ce que c'est la mise au monde des enfants et leur protection, ou est-ce que c'est de payer des factures infinies pour des bombes qui n'arrêteront jamais d'exploser, hein? Je veux dire, la bombe, c'est le meilleur produit capitaliste qu'on puisse imaginer, puisque ça coûte très cher et en même temps, bah, ça se détruit. Donc, puis ça détruit des immeubles, c'est pareil, c'est le meilleur moteur économique. Il y a même. Bah, c'est vrai qu'il y avait certains auteurs qui disaient à une époque que la guerre, c'était l'apothéose en fait du consumérisme. Donc, est-ce qu'en gros, on décide une société basée sur la conscience et sur l'amour, et qu'en fait, c'est marrant, c'est comme s'il y avait quand même pas mal d'êtres ou d'individus en ce moment, tu vois, pour qui c'est pas forcément une obsession, dans le sens, je crois qu'on est aussi capable de comprendre pourquoi le monde il est tel qu'il est aujourd'hui, mais c'est comme s'il y avait comme une espèce de convergence des visions et des aspirations, et que même si ça va pas se passer dans cette génération, il y a quand même un nombre de graines assez important qui est semé pour que les consciences éveillent, que les âmes se guérissent et les corps, et que finalement on puisse vivre collectivement cette joie qu'on sent déjà en fait en nous, quoi. Et pour l'instant, peut-être que voilà, c'est des petits îlots par-ci par-là, c'est des gens qui sont un petit peu en avance, qui sont un peu conscients, et en même temps, c'est irréversible, quoi. Je veux dire, la conscience, elle a déjà gagné la bataille, en fait, quelque part. Donc, on peut se c'est relâcher. ce que je me dis. Après, voilà, c'est ce que je me dis. En tout cas, je me dis, tu vois, quand tu as dit nouveau paradigme, changer le CA en CA, changer le chiffre d'affaires en conscience et amour. Waouh, c'est super. Bah, c'est ça.
On va passer à un autre CA, quoi. Ouais. Et il y a une question aussi qui me taraude un petit peu, vu ton enthousiasme sur ce sujet. C'est un magnifique sujet en plus, vraiment, la naissance, c'est probablement là où l'être humain il est au plus proche du sacré, hein, que ce soit les parents, l'enfant, même la société. Je veux dire, quoi de plus miraculeux que ça, que de faire apparaître la vie? Est-ce que tu t'es déjà mis un petit peu en articulation avec d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres thérapeutes sur ces thématiques-là? Parce que je crois que une des choses qui fait avancer les choses dans la matière, il y a bien sûr à en parler dans des émissions comme on fait, parce que forcément, il y a du coup, voilà, la conscience se focus un peu plus sur le sujet-là. Mais c'est super souvent aussi de créer des petites réunions, tu vois, genre des petits collectifs. C'est-à-dire, c'est pas juste moi qui défends mon approche, mais je me mets en lien avec d'autres personnes qui travaillent sur des thématiques similaires. Et puis, peut-être qu'on va se retrouver dans des festivals, peut-être qu'on va se retrouver dans des conférences et qu'il va y avoir une émulation là-dessus. Du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou que tu aspires à faire? Je l'ai fait, enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup de choses quand mon livre, d'abord j'ai décidé d'écrire ce livre, ensuite j'ai été montrer mon travail dans toutes mes obédiences, c'est-à-dire dans les congrès en Chine, au Canada, en Hollande, dans mes obédiences de MDR, justement. Bon, il y a beaucoup de compétition dans ce système-là, car toutes les organisations sont encore loin d'être, y compris les organisations de psychothérapie, hein, sont des organisations humaines, donc il y a beaucoup de compétition. Et moi, c'est vrai que la compétition, je ne suis pas la pro de la compétition, je n'aime pas ça, donc j'ai plutôt tendance à m'esquiver quand il y a de la compétition, ce qui fait que je n'ai pas cherché à creuser mon trou dans le domaine. Euh, bon, euh, donc c'est pour ça que j'ai fait un spectacle dans un deuxième temps. Et Super. j'ai aussi formé mes collègues, mais on m'a mis des bâtons dans les roues pour former mes collègues, c'est-à-dire que euh, le biais par lequel je pouvais les former, enfin la lettre d'information qu'on avait, qui était une lettre ouverte à laquelle on pouvait toute la communauté de MDR assister, et dans laquelle je mettais bah, ceux qui ont envie de venir à ma formation. J'ai fait une formation mémoire de naissance, voilà, donc j'ai eu pendant peut-être 4 ans, les premières années, des gens qui sont venus s'inscrire à mes formations, et c'est super. Et puis après, la lettre a disparu. Ils ont fait un autre système où ça passe par leur fourche codine du conseil d'administration qui détient son précaré et qui ne veut pas le partager. Donc, du coup, je ne fais plus de formation à mes collègues. Bon, c'est parfaitement tombé, tout est juste. Donc, c'est parfaitement tombé dans le même temps où ma mère mourait, donc où j'étais beaucoup sollicitée pour la fin de vie de ma mère, etc. Oui, tu étais Et peut-être depuis, moins disponible. Ok. Après, bon, peut-être il y a eu un concours de circonstances qui font que. Donc, c'est pour ça que là, je suis repartie un peu en, en conquête, entre guillemets, c'est-à-dire pas en conquête, mais en, en diffusion, de me dire, bon, bah, je vais reprendre mon bâton de pèlerin et je vais refaire ça. Je vais voir comment je vais le faire. Peut-être que je vais refaire mon spectacle, peut-être que je vais reprogrammer le spectacle Mémoire de naissance, je n'en sais rien. ouais, c'est Euh, une bonne idée, ouais. Et puis même, en plus maintenant, c'est assez facile de trouver des gens, tu sais, qui peuvent aussi filmer ton spectacle dans des bonnes conditions. Et oui, ça peut faire mon aussi, spectacle, je l'ai filmé. ça peut devenir viral sur YouTube ou des choses comme ça, tu vois. J'ai filmé mon spectacle, je ne l'ai pas mis intégralement sur YouTube, j'ai mis des tronçons de mon spectacle sur YouTube. Et puis, j'avais l'intention de mettre tout le spectacle, mais par tronçons, pour que les gens puissent ne pas avoir 1 heure de spectacle, enfin 1 heure de vidéo à enclencher, mais des 10 minutes par 10 minutes en le découpant par partie, quoi, tu vois. Mais bon, tout ça, ça demande énormément de temps. Et moi, je suis pas la pro d'Internet il faudrait que vraiment que je m'y attelle, ou que je prenne de l'aide. Et j'ai un peu de mal à demander de l'aide. Donc, voilà.
Bon, bah, tu peux demander de l'aide, là, par exemple, au cours de notre émission. Et puis, Mhm. Donc, il y a des gens qui sont si jamais il y a des élans du cœur pour aider, en tout cas accompagner Sylvie sur cette thématique, on mettra ton email ou tu vois ton site internet. Et puis, tu sais, cette émission, elle s'appelle Émergence. Donc, je pense qu'aussi une de ces thématiques, c'est de faire émerger ce genre de choses. Et moi, j'ai envie de te dire, n'aie pas de doute hein, quand tu avances parce que ta direction, elle est juste. Donc après, le timing, tu le maîtrises pas forcément, mais en tout cas, aider les enfants à naître, tu vois, d'une façon qui soit divine, c'est sûr que ça, c'est une direction de toute façon. Et il y en a pour quelques incarnations, je pense, à travailler sur cette thématique et c'est vraiment une super thématique, donc ça portera ses fruits, c'est sûr et certain. C'est Mhm. juste qu'on maîtrise pas le timing, ça, c'est pas dans nos mains. Moi, je suis l'instrument de cette diffusion-là, quoi. Bon, bah, Donc, magnifique. tout va bien. Je suis Magnifique. un des instruments parce que, comme je dis, il y a aussi cette femme russe qui allez voir ce site Birth as We Know It, c'est vraiment formidable. Et c'est dérangeant, mais c'est en même temps formidable. Et oui, il y a quand même la maternité des Bleuets à Paris qui a cette dynamique-là, mais c'est pareil, comme maintenant ils sont rémunérés à l'acte. Il y a tout un système qui fait que du coup, ils sont obligés de multiplier les actes. Et donc, voilà, mais ils sont dans la capacité d'écouter. J'ai ma première cliente pour qui ça s'est passé, qui avait donc que j'ai incité à programmer son accouchement, que son premier accouchement, elle l'avait vécu comme une boucherie, et que donc elle avait énormément de mal à tomber enceinte, et évidemment. Et donc, bon, elle a réussi à tomber enceinte, je l'ai orientée sur les bluets, je l'ai formée, parce qu'il faut former les gens à pouvoir se confronter au personnel médical qui n'est pas forcément, même s'il est ouvert, pas forcément, il a un formatage, quoi. Et il faut qu'il sorte de ce formatage. Donc, voilà, c'était vraiment chouette. Magnifique. Et ça me donne vraiment envie de donner hommage, de faire rendre hommage à toutes les mamans et à tous ceux qui les aident, quoi. Franchement, on leur dit jamais assez merci de nous avoir portés en elles pendant tous ces mois et puis à nous avoir donné de l'amour. Alors parfois, voilà, comme elles ont pu, hein, tu vois, en fonction des circonstances. Mais Mhm. ouais, vraiment, j'ai envie de dire un grand merci à toutes les mamans, à toutes les personnes qui aident aussi, les sages-femmes, les médecins, et puis aussi les gens, les doulas ou les... Le petit personnel, quand on dit le petit personnel, mais qui est fondamental parce qu'il est personnel de proximité, Ouais, c'est le plus mieux payé alors que c'est le plus important. ouais, ouais, bah c'est ouais. Bah, c'est comme partout, hein, j'ai envie de dire. C'est souvent les gens les plus humbles et les plus invisibles qui font beaucoup de choses. Écoute, Sylvie, moi, ça m'a fait super, super plaisir qu'on puisse évoquer ces sujets-là. À voir, bah voilà, je suis curieux de voir aussi comment ces petites graines là qui ont été semées, elles vont germer. Et, euh, et donc voilà, j'ai envie de te dire peut-être à bientôt pour continuer à explorer, à suivre tes aventures, pour remettre ce sujet essentiel au centre de de nos consciences, quoi. Merci.